Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Diasporama. Nous nous intéressons ce soir à l'impressionnant capital humain que représente aujourd'hui la frange juvénile au sein de la diaspora algérienne et qui contribue au développement du pays à travers l'investissement dans plusieurs domaines. Nous vous proposons plusieurs exemples dans cette émission. Nous reviendrons également dans Diasporama sur deux autres sujets qui ont marqué le mois de novembre dernier, à savoir le centenaire de l'armistice et la participation des Algériens à la guerre 14-18 et l'impact par la suite sur l'émigration algérienne. Nous ferons un tour d'horizon aussi sur le vote par l'Assemblée nationale de la loi intégrant les Algériens ayant travaillé en France au régime de retraite algérien. Et pour débattre justement de toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Djamel Djeridel. Vous êtes manager d'entreprise au Royaume des Dates. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également Ariles Amemar. Vous êtes cofondateur de Corail Group. Vous êtes également responsable de Lionceau Sécurité. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nous recevons également avec nous Sami Hamoud. Vous êtes architecte et vous êtes également directeur artistique d'Arkham VR Studio, qui est installé à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Merci à vous. Et nous recevons également Aziz Nafer. Vous êtes universitaire, chercheur au CREAD. Je rappelle que le CREAD est le Centre de recherche en économie appliquée du développement. Bonsoir messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis heureuse d'avoir cette palette de jeunes qui représente une véritable réussite. Donc nous commençons tout simplement le débat de parler de la contribution de la diaspora au développement de l'économie algérienne. Nous commençons avec vous, monsieur Djamel Djeridel. Présentez-nous un peu votre royaume des dates et puis parlez-nous de cette idée justement de faire de Deglet Nour non seulement un produit de niche mais un produit pour développer toute une région. Alors en fait mon projet, moi, Royaume des Dates est né à fin 2015. L'idée du Royaume des Dates c'était vraiment d'apporter à la date algérienne notamment parce que j'ai toute ma famille moi qui est producteur de dates dans la région de Biskra. Mes ancêtres, ma famille a fait partie des premiers producteurs depuis 1870 en Algérie. Et, vous êtes là en fait pour perpétuer un peu le métier de vos grands-parents. Complètement, et surtout valoriser ce fruit qui est noble et qui a traversé le temps, et qui a beaucoup de vertus nutritionnelles, qui est sous-exploité en Algérie mais aussi en France, et l'idée c'était de ramener ça à un niveau international. Voilà. Vous vous occupez de toute la chaîne de valeur. Il faut dire que vous avez des exploitations de plusieurs palmiers dattiers. C'est ça. On a la production, on a une partie de la logistique, de l'exportation en Algérie. Donc on a toute cette maîtrise de traçabilité. Et en France, on a aussi la Société au Royaume des Dates qui promouvoit tous ces produits. On reparlera sûrement de ces produits par la suite. Et donc on a toute cette chaîne de valeur qui nous fait qu'on est vraiment maître de notre business. Oui, absolument. Vous ne dépendez de personne. Aujourd'hui, vous êtes carrément, vous vous lancez à l'exportation. Complètement. Aujourd'hui, on est établi en France depuis donc 2 ans à peu près. On est distribué dans un grand groupe de distribution. Et aussi, on a développé notre propre chaîne. On vend directement aussi sur Internet, chez royaumededates.com aussi directement. Oui. Monsieur Ariles Amemar, vous êtes jeune manager, cofondateur donc de Corail Group et responsable de Lionceau Sécurité. Vous, c'est aussi un projet de famille que vous avez repris, mais dans le textile, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors moi aussi, c'est une entreprise familiale qu'on a repris, initiée par mon père il y a une vingtaine d'années. Donc il fabriquait des vêtements pour enfants, des vêtements pour hommes. Donc moi et mon grand frère, on l'a réorienté dans le vêtement de travail. Ensuite, on s'est installé en Belgique pour continuer toujours dans ce secteur et notamment dans les matières premières textiles. Aujourd'hui, vous vous lancez aussi, donc vous avez ouvert 4 nouvelles unités de production au niveau de Tizi Ouzou, c'est ça? C'est votre nouveau projet? Aujourd'hui, nous sommes sur 4 unités sur l'Algérie, donc 2 à Tizi Ouzou de production. Et 2 autres, ce sera la Wilaya de Boumardès. Donc, une, ce sera une plateforme logistique
pour conditionner et gérer parfaitement nos stocks. Et la quatrième, ce sera une unité de recyclage, donc c'est pour éviter tout le gaspillage des dérives de production, la récolte des plastiques pour faire justement des fibres, pour tisser des matières premières et à la fin fabriquer des vêtements finis. Voilà. Vous vous lancez également dans le vêtement de sécurité. Oui, c'est un nouveau segment de production, c'est ça? Tout à fait. Est-ce qu'il y a un marché pour ce genre de produits en Algérie? Oui, il y a une demande. Il y a une demande pour notre produit en Algérie, et pas qu'en Algérie, en Afrique. Aujourd'hui, oui. Puisque vous exportez également. Oui, on exporte depuis la Belgique. 80% de nos exportations sont destinées à l'Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie est un terrain propice. Donc, de développement via sa position géographique. Et demain, ce sera l'interface entre l'Europe et l'Afrique. Oui, absolument. On va en parler plus longuement, justement. Je m'adresse à vous, Sami Abdelradel. Vous êtes ancien étudiant de l'école Polytechnique d'architecture et d'urbanisme l'EPO à Alger. Absolument. Vous êtes parti en France. Vous êtes aujourd'hui directeur artistique à Arkham VR Studio. Oui. C'est ça? Qui est maintenant basé à Alger. Oui. Voilà. Vous êtes retourné en Algérie, c'est ça. Et vous comptez apporter votre expérience en matière de nouvelles tendances. Vous utilisez notamment la réalité virtuelle dans l'architecture. Absolument, que je trouve, à mon sens, c'est l'avenir de l'architecture et surtout de la visualisation d'imagerie de synthèse en architecture. Pour essayer de replacer dans le contexte et peut-être dire aux gens qui ne savent pas exactement ce que c'est la VR, c'est juste la création d'univers virtuels et d'environnements virtuels et la mise en place au centre un observateur physique par le biais d'une interface homme-machine qui est généralement un casque et des contrôleurs adaptés. À ceci que la VR a quelque chose d'incroyable, c'est que c'est une des seules technologies qui arrive à tromper le cerveau et à lui faire croire qu'il n'est pas à l'endroit où il est censé être. Ouais. Et voilà, la VR, il ne faut pas croire que la VR est née hier. C'est une technologie qui a vu sa naissance en 1965, qui était extrêmement lourde, qui était extrêmement grosse, et qui a continué à évoluer jusqu'à devenir réellement mainstream en 2016, avec l'explosion du jeu vidéo en réalité virtuelle. Et voilà, après mes affinités aux jeux vidéo, les ponts se sont faits facilement, les raccourcis se sont faits, l'application de cette technologie en architecture est devenue pour moi une évidence. Il faut juste rappeler peut-être que initialement vous êtes parti en France parce que vous aviez déjà des idées qui n'étaient pas forcément des idées qui rentraient un peu dans le cadre. Ah mais pas du tout, parce que quand je suis parti en France, j'étais surtout à la recherche déjà d'une expérience internationale et aussi d'une expérience dans le design, pour réellement changer d'angle de vue sur la manière de construire un objet architectural ou une expérience architecturale. Parce qu'à savoir, à comprendre, nous dans l'EPO, on avait un enseignement qui était technique mais aussi artistique, qui démarrait et qui avait une approche. Dire que c'est une excellente école, l'EPO. Absolument, absolument, qui a un gabarit international. Mais qui a une démarche extrêmement différente de celle du design et c'est tout à fait normal. Et moi, je cherchais une complémentarité entre architecture et design, vu l'école et la formation que j'avais choisie qui était centrée sur l'humain. Donc en fait, démarrer de l'humain, de l'expérience humaine pour pouvoir en créer un objet architectural. Et c'est la conjugaison de ces deux approches-là que j'ai trouvé intéressante et que je suis parti rechercher à Paris. Et quelles sont les attentes aujourd'hui? Je pense que vous êtes là depuis très peu Très en peu, Algérie. depuis exactement vendredi 28 septembre dernier. Ça fait un mois. Ça fait un mois et demi, pardon. Ça fait à peu près un mois et demi. Donc nous lançons en coopération avec mon agence, avec l'agence dans laquelle je travaille à Paris, donc Ensemble 3, une antenne à Alger qui est Arkham VR, pour essayer de déjà prendre la température du marché, voir si le marché est capable d'encaisser cette révolution dans l'architecture, et ça j'en suis persuadé, sinon je ne serais pas là. Et d'ailleurs, la première mise en abîme sera le 6 décembre au Salon de l'Immobilier à la CEFEX. Et je vous propose à présent, messieurs, donc, de regarder un reportage réalisé dans la région de l'Oued, qui est le deuxième producteur des dates, avec une exploitation donc, qui produit dans les 2 700 000 quintaux. C'est un reportage signé Amel Bouarba. Regardez. Dans l'une des exploitations agricoles les plus imposantes à El Oued et en Algérie, le domaine d'Aouya, qui compte 35 000 palmiers dattiers, irrigués au goutte à goutte. Ici, la récolte de dattes a commencé vers la fin du mois de septembre et l'on s'attend d'ores et déjà à une bonne saison. La production, c'est dans les 2000 tonnes. La variété dominante, c'est la Deglet Nour. La deuxième, c'est la Degla Baïda. Et 8%, c'est la variété Gers.
et 2% d'autres variétés, dont les Medjool. Cette variété qu'on développe depuis 4 années. Et on est les seuls en Algérie qui ont cette variété. Notre objectif, c'est d'arriver à moyen terme à 50 000 palmiers dattiers. On exporte entre 900 et 1000 tonnes. Cette exploitation dispose aussi d'unités de conditionnement et de techniques de conservation de 6000 mètres cubes de chambres froides. Il faut dire qu'avec une production de 2,7 millions de quintaux de dattes par an, la wilaya d'El Oued est le deuxième producteur de dattes au niveau national. On a quelque chose comme 37 000 hectares de fonisculture, c'est-à-dire différentes variétés. Pour l'année dernière, une petite part d'exportation de 1000 quintaux à travers différents pays. C'est des petites quantités. Il y a une plateforme qui s'est installée. Cette année, c'est au niveau de Frigo-Médite. Et ça va, Inch'Allah, faire la base de démarrage vers les autres pays. Il y a aussi pas mal d'unités d'emballage et d'agrillage et de conditionnement pour les dattes. On compte demander un port sec, pourquoi pas, pour l'exportation. En somme, la culture des dattes est une richesse locale inépuisable, mais l'objectif est d'augmenter le nombre de palmiers pour augmenter le volume des exportations qui demeure insuffisant et assurer ainsi des entrées en devises. Nous venons donc de voir un exemple concret de producteur de dattes, peut-être pas dans la région de Biskra, mais dans la région de l'Oued, qui fait aussi de l'exportation. Monsieur Djeridel, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous avez abordé justement l'aspect des certifications pour pouvoir justement exporter, qui est toujours un aspect assez contraignant de l'exportation, n'est-ce pas? Oui, complètement, sachant qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de contrôles en Europe sur les produits. Donc nous on a décidé de se positionner en tant que produit bio ou naturel. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la tendance aussi va dans le marché à l'international va de plus en plus dans ce sens-là. Et il faut faire très attention aussi, notamment, c'est un discours que j'ai aussi beaucoup avec les producteurs, au niveau des engrais chimiques. Oui. C'est une vraie problématique actuelle, mais aussi à l'avenir pour les productions. Et donc après sur la partie produit en conditionnement, ça aussi c'est vraiment très important, la partie analyse des produits et comment le produit est contenu aussi sur la durée, parce qu'aujourd'hui voilà, un produit qui est une fois qui répond pas aux standards va être blacklisté des distributeurs. Donc nous on a vraiment fait très attention au niveau des contrôles, on a travaillé vraiment avec des professionnels qui contrôlent actuellement chaque produit à plusieurs niveaux dans la production. Et ça c'est très important aujourd'hui, parce qu'il suffit qu'un produit soit défectué et c'est tout un lot qui est jeté. Oui. Et quels sont les marchés que vous avez justement, vers lesquels vous exportez aujourd'hui? Alors nous, au niveau des tendances des produits ou pays? Non, les pays. Les pays, alors là actuellement on est en France, on prépare un lancement au Canada pour 2019, dans la région de Montréal, au Québec. Vous allez très vite pour une entreprise qui existe depuis 2016 quand même. En fait on a cette chance d'être algérien et aussi français, donc on a des réseaux de distribution qui peuvent facilement être exploités partout. Oui. Et on peut s'appuyer sur la chambre de commerce algéro-canadienne, comme la chambre de commerce franco-canadienne. Donc on a des réseaux qui vont très vite à l'international. On a aussi des demandes là, actuellement, on parle avec des Russes. Donc on y va doucement, mais on a justement cette capacité de production, et il y a aussi beaucoup de producteurs qui souhaitent exporter. Donc on est aussi dans cette logique-là de fédérer et d'aider avec nous le maximum de producteurs par la suite. Et est-ce que vous vous sentez quand même un peu responsable peut-être sur la protection de ce produit, qui est quand même un produit qui est labellisé aujourd'hui, la date de Gletnour de Tolga, c'est ça exactement? Oui, c'est un produit qui est vraiment c'est un produit de haute qualité, qui est sous-estimé. Enfin, moi, souvent, quand je dis ça parce que Gletnour est aussi vendu en Tunisie, exporté depuis la Tunisie. Alors, eux, c'est vrai qu'ils sont un peu plus en avance sur le côté marketing. Le côté Gletnour, c'est une appellation, c'est un produit du terroir local d'une région en Algérie, Biskra, qui descend aussi sur Oued Souf.
mais ce n'est pas une marque. Donc nous, l'idée avec Royaume des dates, c'est vraiment d'apporter une marque autour de la date et de ces produits dérivés à base de dates. Oui. Et donc on utilise la Deglet Nour, mais ça peut être des plus tard, Inch'Allah, on prendra peut-être aussi des dates de Guardaya, qui ne sont pas des Deglet Nour, mais qui pourront rentrer dans la gamme du panel des produits du Royaume des dates. Et donc oui, il y a ce côté d'appellation qu'il faut travailler et protéger et valoriser, notamment autour de l'image en Algérie. Oui. Alors, Monsieur Aziz Nafar, vous êtes, je vous rappelle, chercheur donc, au CREAD. Quelle lecture faites-vous donc de cette magnifique mobilisation ou mobilité des jeunes issus de la diaspora et cet attrait justement et cet intérêt vers l'investissement ici en Algérie? Alors, tout d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette émission. C'est une émission effectivement qui rassemble un peu, je suis très heureux et ravi d'être... C'est une belle palette. Voilà, c'est une très belle palette puisque nous avons des jeunes investisseurs, parmi ceux qui sont partis dans le cadre des études et qui reviennent, et aussi ceux qui sont nés en France et qui sont dans des projets d'investissement. Et qui n'ont pas coupé les ponts. Effectivement. Donc la diaspora, c'est dans la définition, la diaspora c'est ça. Donc c'est garder ce lien avec le pays d'origine. Que ce soit par des retours ou bien par un intérêt à développer des activités économiques. Et là, nous sommes en présence de véritables entrepreneurs dans les divers secteurs. Je citerai le secteur de l'agriculture, donc l'exportation de la date. C'est vrai que j'ai en souvenir d'un entrepreneur qui est revenu en 2004, donc ça remonte vraiment à très loin, trader dans des bourses de Londres, et qui décide du jour au lendemain de tout laisser tomber et de rentrer en Algérie pour reprendre justement à Biskra une palmeraie familiale et pour en faire des dattes bio pour l'exportation en France, un peu partout aussi dans le reste du monde. Et là, nous avons un excellent exemple. Je pense qu'il y a cette ressource à valoriser. Nous avons une véritable ressource des jeunes de la diaspora qui sont aujourd'hui très attachés à la mère patrie, même si pour certains ils ne la connaissent pas, c'est les origines des parents, des grands-parents, puisque nous avons la 3e génération, mais qui sont très attachés, qui souhaitent véritablement développer des activités économiques et pour maintenir ce lien avec le pays d'origine. Bien sûr, il y a plusieurs motivations de retour. Nous pouvons citer de par mes travaux de recherche sur ces questions-là. Nous avons effectivement, avec la crise qu'a connue l'Europe depuis 2008, les pays occidentaux de manière générale, l'Algérie comme l'Afrique deviennent une opportunité pour certains pour conquérir de nouvelles parts de marché, et l'Algérie devient alors le terrain propice, puisque c'est le terrain aussi des origines. Cette double nationalité aussi est un avantage. Ce qu'il disait tout à l'heure notre ami, il a parlé de cette double nationalité qui est un avantage pour conquérir le reste du monde. Moi je dis c'est vraiment une opportunité pour l'Algérie de valoriser un peu cette ressource pour faire du produit algérien un produit exportable, puisqu'ils sont les ambassadeurs, de la production algérienne. Ils ont cette facilité, ils ont le réseau, les networking, ce qu'on appelle networking, donc cette capacité à mobiliser les réseaux au niveau mondial. Et c'est un avantage pour la production algérienne à s'adosser un peu à cette ressource pour valoriser nos produits et pour conquérir de nouvelles parts de marché, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi, surtout, dans les pays européens et américains. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le climat d'affaires en Algérie est plus propice justement à inviter cette jeunesse justement à venir investir ici? Est-ce que vous pensez que de la part, par exemple, du gouvernement, il y a une sérieuse volonté de lever toutes les contraintes pour cette diaspora? Alors, c'est effectivement un débat qui revient. Le climat des affaires reste... le climat, ça veut dire, si on revient un peu aux derniers chiffres du dernier rapport sur le climat des affaires au niveau mondial, l'Algérie est toujours classée parmi les pays les plus difficiles pour développer. Pour la diaspora, je pense qu'il y a un traitement spécial. Je dirais que non.
donc si pour la diaspora, en fait, il y a une difficulté, notamment si la diaspora souhaite, pour la plupart, ceux qui ont notamment leur famille à l'étranger, s'ils souhaitent donc transférer leurs dividendes, ce n'est pas possible aujourd'hui s'ils créent leur activité avec leur carte d'identité algérienne. Pour le faire, il faudrait qu'ils investissent autant que IDE, investissement direct étranger, donc utiliser leur nationalité étrangère. Donc ça, c'est une difficulté, parce que tout simplement, il y a eu quand même, juste pour rappeler, des améliorations. Il y a eu quand même des facilitations. Il y a l'aspect fiscal, il y a aussi leur accès à plusieurs dispositifs comme l'ANSEJ. Effectivement, l'aspect accès aux différents dispositifs, c'est un avantage pour les jeunes qui souhaiteraient notamment bénéficier des avantages fiscaux et parafiscaux et l'accès au financement. Avant, ils n'avaient pas effectivement cette possibilité parce qu'ils ne sont pas résidents en Algérie. Oui. Donc c'est une avancée et c'est une motivation. En fait, c'est aussi une volonté, qu'on pourrait dire, de l'État pour capter un peu l'attention des jeunes pour revenir créer leurs activités en Algérie. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant. Il faudrait, à mon sens, donc considérer l'investisseur de la diaspora comme étant donc un investisseur différent de l'investissement direct étranger. Oui. Il faudrait qu'il ait accès, bien sûr, sans discrimination, positive ou négative, vis-à-vis notamment des investisseurs locaux et vis-à-vis aussi de ces membres de la diaspora. Donc il est considéré comme étant des investisseurs algériens, tout simplement, sans pour autant les pointer du doigt comme étant des étrangers algériens habitant à l'étranger. Parmi les rencontres qu'on avait eues, des échanges qu'on avait eus avec les différents investisseurs étrangers, ce qui revient le plus, c'est il faut laisser, en fait, les laisser tout simplement travailler autant qu'Algériens, mais tout en leur facilitant le transfert pour certains qui ont leur famille à charge, donc à l'étranger. Oui, absolument, M. Nafar. On va passer au deuxième volet de l'émission. On va passer qui concerne la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, marquée notamment par la participation des Algériens, dont une grande partie a laissé sa vie sur le front et une autre partie s'est installée en France. On en parlait donc tout à l'heure. Monsieur Nafar, est-ce qu'on peut définir justement les contours de ces personnes qui étaient initialement partis pour faire la guerre et qui se sont installés en finalité en France, cette vague d'immigrés? Alors, cette vague d'immigrés, donc, si on revient un peu à l'histoire de l'immigration, l'immigration algérienne s'est développée bien avant la Première Guerre mondiale. Donc on estimait en 1912 déjà, on estimait à 4000 à 7000 Algériens établis notamment dans les huileries et savonneries de Marseille, qui étaient déjà employés à cette époque-là. À Paris, ils étaient dans les raffineries qui étaient dans Paris et aussi la banlieue parisienne, et aussi dans le nord, ils étaient dans les mines. Donc cette immigration a connu une importance à partir notamment de la Première Guerre mondiale, donc 1913-14, où le chiffre a été multiplié. Donc je reprends un peu les travaux des chercheurs, des historiens, des historiens qui étaient multipliés de 2 à 7 fois le nombre de 4000 à 7000 Algériens d'avant-guerre. Bien sûr, ils étaient surexploités. Donc, si on reprend un peu les différents travaux, je disais, des historiens, cette immigration n'a pas été facile, si vous voulez, pour les Algériens qui se sont établis par la suite, puisque juste après la fin de la guerre, en 1918, avec l'armistice, donc ces Algériens, la France a décidé tout simplement de réexpédier l'ensemble des Algériens en Algérie. Donc on a mis un campement à Paris. On a mis un campement qui était resté jusqu'à 1921 pour ramasser tous les Algériens qui étaient établis à cette époque-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avait plus besoin
d'eux à l'époque de la guerre. Donc il fallait donc les rapatrier chez eux pour qu'ils ne se mélangent pas avec la société locale, la société française. Effectivement, les politiques étaient... je reprendrai un peu un rapport de 1922 qui était émis à l'époque par l'administration française. On disait qu'il fallait tout simplement donc encourager l'immigration européenne et non pas et freiner l'immigration des colonies et des pays exotiques. Vous voyez bien, la volonté était là. Donc dès le départ, on voulait tout simplement arrêter l'immigration des pays du Maghreb et même des colonies françaises. Par contre, on avait besoin de cette ressource, de cette main-d'œuvre pour faire la guerre. Puisqu'on estimait à peu près à 150 000 Algériens qui étaient au front à l'époque, qui faisaient la guerre, et 25 000 Algériens qui étaient décédés pendant la Première Guerre mondiale. Je vous propose tout de suite justement de voir des images de ce front avec un extrait du documentaire À nos armes indigènes, réalisé par Bouzid Ould Hussein. Le 2 août 1914, la France décrète la mobilisation générale. 2 jours après, le 4 août, des navires de guerre allemands croisant au large des côtes algériennes bombardent les villes de Annaba et Skikda. Une cinquantaine de salves touchent le port, la gare, la caserne et l'usine à gaz. Après l'attaque allemande, la France accélère le transfert des troupes vers le front. Dans une chanson populaire, l'embarquement des conscrits algériens est relaté ainsi. هبطونا من الماشينة كي الكباش يدمروا فينا رحنا للمارينا باش الدوك دومال يسافر بينا هبطنا للباب جزيرة بالبرد عاول جميلة الصباط مسمر في رجلينا والكبران يحرم فينا شوفوا شوفوا يا د الناس هذا القرة بتاع الجناس. Le 6 août, au départ d'Alger, Benti Frawin, un tirailleur algérien, adresse une lettre d'adieu à sa femme Sarah. Au moment où je prends le bateau, j'ai quand même peur. Je pense à ma famille. J'ai peur de ne plus revenir. Je pense à toi et aux enfants. Avec les copains, je prépare les armes et j'admire le paysage, peut-être pour la dernière fois. Ce mois d'août 1914 marque le début d'une terrible guerre qui va durer 4 longues années jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Alors justement, peut-être, on en parlait juste avant la fin de cet extrait. Ce mouvement d'immigration n'a pas eu que du mauvais, monsieur Nafar. En finalité, ces ouvriers qui s'étaient installés en France, en voyant de près les mouvements de grève et tout, ils ont peut-être pris conscience de cette possibilité de réclamer leurs droits. Alors, en effet, donc les choses ont évolué progressivement. Après la première guerre mondiale, où l'Algérien était considéré comme étant un indigène, donc il fallait l'acculturer, ça veut dire lui diluer sa culture d'origine. Alors qu'au contraire, l'éloignement avait renforcé l'algérianité de ces gens. L'éloignement, effectivement, avait renforcé l'algérianité, mais ces Algériens qui par la suite prenaient le large pour chercher du travail, effectivement, ont pris conscience de l'importance de se mobiliser, de demander leurs droits et de se considérer à part entière comme étant des travailleurs, même si étrangers, mais travailleurs en France, qui travaillent beaucoup plus, à part entière, qui travaillent beaucoup plus d'ailleurs que les Français et qui sont souvent donc orientés vers les travaux les plus durs, tels que les mines dans le Nord. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore les traces des mines qui étaient exploitées à l'époque d'une manière très très intensive. Voilà, donc Sayad a développé énormément les 3 âges, où il montrait effectivement, à l'époque, l'Algérie était
avec la colonisation était... Sayad qui était un sociologue, qui était un sociologue spécialisé de l'immigration. Spécialisé de l'immigration, effectivement, qui expliquait un peu qui revenait sur l'histoire de l'immigration algérienne. Les populations algériennes à l'époque, effectivement, c'était des populations paysannes. On n'avait pas encore des villes développées, ils étaient occupés par les colons. Toutefois, cette immigration a permis, pour certains, de nourrir les familles d'origine, les familles. Et ça, c'était le premier âge de l'immigration. Mais par la suite, les choses ont véritablement changé à partir des années 60. Oui. Il y a aussi, peut-être pour rappeler aussi que la promesse de citoyenneté qui a été donnée à ces gens-là quand ils sont partis, aux tirailleurs algériens quand ils sont partis faire la guerre pour la France, défendre une cause qui n'était pas la leur, ces gens-là, justement, lorsque la France n'avait pas tenu sa promesse, cela leur a permis de prendre conscience que peut-être eux seuls doivent compter sur eux, c'est-à-dire eux-mêmes, et réclamer leurs droits, réclamer leur citoyenneté dans un premier temps et l'indépendance par la suite. En effet, donc il y a eu la France, en fait, a décrété, si vous voulez, à déporter, aux portées de force les Algériens. Ils étaient nombreux. Hein. Ils étaient nombreux. Et 15% d'entre eux sont morts. 25%. On estime à 25% le nombre de personnes qui sont décédées durant la Première Guerre mondiale. Et 150 000 Algériens ont participé. Ils étaient on dit même plus. On dit même plus. Oui. En effet, on estime au fait sur les 600 000 mobilisés d'origine étrangère, qui étaient mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, plus de 20% étaient effectivement algériens. Toute cette mobilisation a pris effectivement conscience aux Algériens de l'époque qu'il fallait lutter pour avoir leurs droits. Oui. Ce n'était pas facile. Donc ils étaient D'ailleurs, juste après la Première Guerre mondiale, il y avait l'interdiction de circuler entre l'Algérie et la France. Avant, il y avait effectivement, en 1912, il y avait cette facilité parce qu'on avait besoin d'eux. Juste après, on a arrêté la circulation. Il fallait une autorisation pour partir en France. Il fallait justifier d'une résidence. Il fallait avoir une photo d'identité. Tout ça pour ralentir l'immigration. Mais les choses ont évolué de manière effectivement positive pour la communauté qui était établie. Mais je reviens toujours concrètement l'immigration algérienne commençait à prendre ça veut dire forme et avoir une intégration dans la société française. Ce n'est qu'à partir des années fin des années 60 et des années 70 que les choses il y a une mobilisation, il y a une organisation de la population algérienne. On l'estimait à 700 000 Algériens déjà pendant les années 70 établis en France, mais toujours ils étaient sous pression et toujours il fallait se mobiliser pour avoir leurs droits. Je reviendrai à la marche c'est ma mémoire est bonne, donc 1983 ou 1984, la marche du sud vers le nord, vers Paris. Oui. Où donc les jeunes issus de l'immigration demandaient tout simplement d'avoir les mêmes droits d'accès à l'emploi, au logement, parce que tout simplement les enfants issus de l'immigration, ils étaient complètement discriminés par l'administration française. Nous passons à un autre sujet, Monsieur Nefa, justement, et c'est ce troisième volet donc, qui concerne cet amendement introduit dans la loi de finances 2019, portant notamment autorisation d'affiliation des membres de la communauté algérienne résidant et exerçant à l'étranger au système national des retraites à travers le versement de cotisations en devise. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Nefa ? Alors, elle concerne qui et apportera quoi, cette loi, concrètement ? Alors, la loi, donc cette nouvelle loi concerne justement les Algériens ou la diaspora, les Algériens établis à l'étranger, donc leur permettant, par une cotisation en devise, leur permettant de toucher leur retraite en Algérie. Donc la loi, c'est à peu près ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense ?
Moi, je pense que l'Algérie... Nous sommes en train de voir des images donc, de l'extrait du documentaire 100 ans d'immigration réalisé par Ali Fatah Hayadi. Ce sont des images qui nous montrent les images d'ouvriers justement dont vous parliez à l'instant, Monsieur Nafa. Oui. Je continue. Oui, continuez, bien sûr. D'accord. Je disais que, effectivement, on arrive depuis 2014 maintenant, avec la crise budgétaire et financière que vit l'Algérie, avec les prix du baril qui sont au plus bas, qui est la source principale de devises. Oui. Donc l'Algérie essaie de trouver, effectivement, les autorités essaient de trouver des ressources palliatives, des ressources pérennes, je dirais, et palliatives à la devise que l'Algérie arrive à capter à partir de l'exportation des hydrocarbures. C'est une initiative qui vient après l'initiative des logements, l'acquisition de logements en devises, des LPP, destinés à la communauté algérienne à l'étranger. Donc cette initiative permettrait, maintenant c'est au conditionnel, permettrait effectivement à l'Algérie de capter une partie... à la CNR notamment, voilà, la Caisse nationale des retraites, qui est déficitaire. Qui est déficitaire aujourd'hui. En 2019-2018, il est effectivement déficitaire. Mais est-ce que c'est la solution? La question qui se pose, est-ce que c'est une solution pérenne pour justement avoir une rentrée de devises? Est-ce qu'elle est intéressante, en fait? Donc, j'y arrive. Pour ces gens-là, est-ce que ça peut les intéresser, justement? Donc, à mon sens, en fait, c'est une loi qui toucherait plus les employés. Et en fait, il y a aussi les investisseurs. Mais ça toucherait beaucoup plus les employés algériens établis à l'étranger. Mais comme vous savez bien, l'employé, comme tous les employés, ils gèrent leur salaire de manière à ce qu'il arrive à la fin du mois donc à régler toutes ces dépenses. Est-ce que c'est la cible idéale? Moi, je dirais que non. La cible idéale, peut-être, c'est de cibler les personnes qui ont suffisamment de ressources. Les personnes qui ont des ressources, c'est les chefs d'entreprise. Maintenant, est-ce que la CNR est le moyen de capter donc la diaspora pour capter sa ressource devise? Moi, je dirais qu'il y a d'autres moyens, celle notamment de développer le tourisme. Nous avons 5 à 7 millions d'Algériens établis à l'étranger. Pourquoi ne pas en faire une cible pour développer le tourisme algérien? Ils sont algériens, donc ils sont très attachés au pays. Donc leur donner un environnement approprié permettra effectivement de les ramener avec... Ça commence, mais timidement. Même il y a des investisseurs issus de la diaspora qui se sont installés en Algérie, mais quand même ça reste timide. Effectivement, très timidement. Donc il faut en faire un objectif, une vision stratégique à l'avenir. Il y a aussi les entrepreneurs. Il y a avec le développement des nouvelles technologies, tout à l'heure on parlait on parlait de double absence, puisque l'immigré, il est absent en Algérie, il est absent aussi dans sa famille parce qu'il est plus dans une vision de retour. Aujourd'hui, on est dans la double présence. Donc on peut être ici et là-bas, être constamment en circulation. Donc viser, cibler les entrepreneurs pour qu'ils reviennent investir en Algérie en leur donnant les avantages. Aussi, comme nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'ambassadeur de la production algérienne pour développer l'exportation. C'est vraiment la diaspora et l'ambassadeur. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Monsieur Nafa. On va justement peut-être demander aux autres à réagir par rapport à ça. Monsieur Amemar, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais que vous réagissiez là-dessus, sur la manière justement de drainer peut-être des devises en attirant les jeunes investisseurs, notamment dans le domaine du tourisme. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors oui, mon avis, il faut développer le tourisme et d'autres activités économiques. Tant qu'il y a de l'exportation, il y a des devises à l'étranger pour l'Algérie. Oui, absolument. Je reviens à vous, Monsieur Djamel Djeridel, pour revenir un peu sur le sujet des dates. Vous disiez tout à l'heure que ce sont des produits bio, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui vous intéressent dans l'avenir? Pas uniquement les dates, vraisemblablement. Moi, je pense plutôt en filière agricole. Là, ce qu'on a fait avec la date, on peut le faire avec d'autres filières agricoles
En Algérie, je pense à la figue ou à l'olive qui sont produits en masse ici, mais d'autres fruits ou légumes aussi qui peuvent être facilement utilisés complètement et optimisés pour des marchés à l'international. Moi, je suis dans une logique internationale. Je suis pas, je suis que dans l'exportation. Et pour répondre aussi à ce qu'avait dit monsieur, c'est que moi, j'ai plein d'amis qui veulent d'origine algérienne qui veulent entreprendre en Algérie, mais ce qui leur fait peur, c'est le côté administratif. Oui. Et le manque encore de transparence de l'administration. Moi, j'ai pu le voir aussi, c'est qu'en Algérie, on s'est un peu calqué sur le même modèle français au niveau administratif, qui est déjà lourd en France. Et il faudrait travailler sur de la et faire des facilitations justement pour ces jeunes issus de la diaspora particulièrement. Pour revenir un peu sur l'exportation, vous aussi, vous êtes également dans l'exportation et vous exportez vers quel pays, monsieur Amémor? Les pays africains, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et bientôt la Mauritanie. Oui. Donc 80% des exportations depuis la Belgique, elles sont destinées pour l'Afrique. Et l'Algérie fait partie. Donc nous, notre projet, c'est de fabriquer toutes les matières premières qu'on importe depuis l'Europe. Parce que nous, le produit final, c'est le produit fini, mais qui est à base de matières premières fabriquées en Europe, des matières techniques qu'on va réaliser en Algérie, dans un futur proche. Oui. Le marché africain vous intéresse, vous également, monsieur Djeridel. C'est toujours, on parlait tout à l'heure justement des difficultés de pouvoir relever le défi de la normalisation lorsqu'on exporte vers l'Europe ou vers l'Amérique du Nord. Peut-être que le marché africain est plus intéressant de ce point de vue. Il est très intéressant et surtout il est en croissance. C'est un marché qui va pas arrêter d'augmenter avec l'explosion de la démographie en Afrique. Et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'Algérie a une belle place à prendre sur ce créneau-là. En termes d'agriculture durable, on peut justement fournir une bonne partie de l'Afrique. On a les moyens. Après, voilà, faut se concentrer et développer des réseaux là-bas parce que justement, pour l'instant, c'est des produits qu'ils importent eux-mêmes d'Europe. Et développer des partenariats gagnant-gagnant, soit en produisant une partie ici et le finir là-bas. Mais oui, c'est des marchés qui nous intéressent en Afrique. Oui. Quels sont vos projets et vos perspectives pour l'avenir, monsieur Amémor? Je suis également monsieur, donc nos projets proches, c'est l'exportation vers l'Afrique, parce que l'Algérie aujourd'hui a un relief particulier. C'est l'interface, se trouve à l'interface de l'Afrique et l'Europe. Oui. Parce que l'Europe va se robotiser, et donc nous allons récupérer tous ces emplois dans un futur proche. Et c'est un marché qui reste quand même un marché vierge, il faut le rappeler. Oui, un marché vierge. Alors l'Algérie aujourd'hui, c'est un marché de 40 millions d'habitants, et demain il sera de 50 millions. Et l'Afrique, ça sera un marché de 2 milliards d'habitants. Oui, c'est énorme. Et surtout que nous, les Algériens, on a une très belle image en Afrique, il faut le dire. Vous pouvez voyager avec le passeport algérien partout en Afrique et vous êtes super bien reçus. Moi j'ai eu la chance de voyager beaucoup en Afrique. Oui. Et c'est vrai que les Algériens, on est vraiment très appréciés. Vous avez parlé des perspectives, justement, je pense que vous êtes aussi dans le sport, hein. Vous êtes dans le sponsoring. Est-ce que c'est aussi une manière de porter les couleurs du drapeau algérien? Ah oui, tout à fait. On va parler de l'équipe nationale de rugby. Oui. Alors donc moi j'ai découvert cette équipe et ce sport parce que j'ai découvert dans ce sport déjà une convivialité, une solidarité, une simplicité. J'ai été élevé un petit peu dans cet état d'esprit. C'est une équipe qui a été créée grâce à un noyau justement de jeunes issus de l'immigration, faut-il le rappeler? Tout à fait, tout à fait. La plupart, je pense 99% sont issus d'immigration. Voilà. Donc cette équipe m'a fait basculer dans le rugby, alors, sachant que moi j'étais footballeur pendant mon jeune âge jusqu'à mes 15 ans. Vous êtes plutôt partisan du ballon rond, hein, pas du ballon ovale. Mais je vais continuer toujours à les soutenir, à leur souhaiter le meilleur pour la suite. Et pourquoi pas la Coupe du Monde 2023 en France. Voilà. Oui.
Alors, Monsieur Sami Hamoud, hein, Oui. vous avez participé à plusieurs rendez-vous professionnels et médiatiques un peu partout. Hein. Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de votre travail dans la sphère de l'architecture en Algérie? Dans la sphère de l'architecture en Algérie sera quasiment équivalent à celui en France, avec peut-être un impact un peu plus fort vu le terrain très fertile qu'est notre marché actuellement. Mais après, la plus-value de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut recréer en virtuel exactement ce qu'on fait en réel. Donc en fait, on peut passer, je vous donne un exemple, si vous voulez regarder un objet, vous n'avez qu'à vous approcher de cet objet. Si vous voulez vous saisir de l'objet, en fait, vous prenez votre main, vous arrivez, vous tendez votre main et vous fermez le poignet et vous avez saisi votre objet virtuel. Donc ça nous fait gagner énormément de temps, ça nous fait gagner de manière logique énormément d'argent. Ça permet de faire vivre au client une expérience extrêmement forte et une expérience extrêmement immersive. Par exemple, un client qui voudrait construire demain sa maison n'a plus besoin d'attendre 18 à 24 mois. On est en train de voir des images justement de la... D'accord. Donc en fait, voilà, c'est une technologie qui ne met pas de côté le papier, qui ne met pas de côté toutes les anciennes techniques qui sont utilisées et qui ont été élaborées dans la conception architecturale classique. Donc voilà, là, ce que vous voyez, c'est qu'on part directement, ça c'est nos outils de conception à nous, en réalité virtuelle. On utilise aussi de manière conjointe avec les outils classiques. Là, c'est l'interface directement au client qui permettait de se saisir d'objets, de pouvoir par exemple déplacer un mobilier, déplacer des cloisons, passer d'une cuisine ouverte ou fermée en un clic et ne plus attendre par exemple la réalisation du projet 24 ou 18 mois plus tard pour se rendre compte que telle ou telle chose aurait pu être modifiée, que telle ou telle chose aurait pu être améliorée. Donc tout est à portée de main, ça fait gagner énormément de temps, c'est extrêmement immersif, ça s'adresse à tout le monde. En ce moment, nous ciblons une partie du marché qui est les promoteurs immobiliers, avec pour objectif qu'ils se détachent complètement de l'appartement témoin. Il y a un salon qui va se tenir prochainement, c'est ça ? Absolument, donc ça sera le jeudi 6 décembre prochain. Donc on exposera un petit peu toutes nos technologies et adressées au marché du particulier, donc en B2C et en B2B directement aux promoteurs immobiliers, avec pour objectif qu'ils réellement se défassent de l'appartement témoin, qui est une lourde charge financière et extrêmement encombrante. On va voir l'intégralité justement de la vidéo. On a vu un extrait là quand vous étiez en train de parler. On va voir l'intégralité de cette vidéo qui montre un peu le concept que vous proposez aujourd'hui. C'est ça, l'étendue de la technique. Oui. Voilà, ce sont de très belles images, très engageantes d'ailleurs, hein, Monsieur Sami Hamoud. Je passe à vous, Monsieur Nafa, puisque vous vouliez rebondir justement sur ce que disaient nos jeunes entrepreneurs par rapport au marché africain. En effet. En fait, je voulais rebondir en effet sur le marché africain en disant que le marché africain, ce n'est pas un marché tout à fait vierge. Oui. Donc il y a une présence chinoise. Malheureusement. Présence chinoise d'ailleurs, la Chine a bien compris que l'avenir de l'économie, c'est en Afrique. Oui. C'était dans les débuts des années 2000 qu'ils ont investi le marché africain, alors que tous les autres pays, tels que la France, qui a perdu énormément de terrain, les États-Unis également. Le Maroc ne devance sur le marché africain. Mais toutefois, ça reste un marché très porteur. Ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, l'Algérie a effacé 5 milliards de dollars
de dette pour les pays africains. Donc ces pays-là sont redevables quelque part, donc il faut en profiter. Je voulais rebondir aussi par rapport à vous. Pourquoi ne pas justement investir votre plateforme logistique pour être compétitif sur le marché africain? Il serait intéressant d'exporter non pas de la Belgique, à partir de la Belgique, mais d'exporter à partir de l'Algérie. Mais c'est prévu. Mais c'est prévu. On a une 4e plateforme, donc c'est une plateforme logistique qui sera installée soit à Boumerdès. Bon, Alger, c'est saturé. Boumerdès ou Blida, justement pour faciliter nos exportations et nos livraisons. On est prévu. Très bien. Je vous propose, messieurs, justement, j'espère que vous aimez la musique, et que donc je vous propose dans le cadre de la rubrique Nosta Diasporama un hommage à Salah Saadawi. C'est le chanteur de l'immigration par excellence. Il est décédé en 2005 et fut inhumé à Alger. Voyez ces images. واستخبر مناظم المغني بغناه تنساه من اللي انت منه مهتم اشحال من هايم فيه هموم نسيناه سالوا دمعتي من الغربة بالدم من بعد الفراق لوطن تفكرناه رينا غيم على جبال وطاح ظلم من نهار بالفرنسا يوم شفناه ياه 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 واحد في تكليف غير مولانا يعلم في الغربة مسكين قلبه ما هناه واحد على الولاد قصدو جاي يخدم مستغلب مسكين والإله عطاه واحد صغير جابو شوق في الدنيا يحلم واحد صغير جابو شوق في الدنيا يحلم طمع الزهو والفلوس تكون معاه انا في قصدي مسلم للمسلم كل واحد عنده حسيب مع مولاه عييت مليت من الغربة بركاني عييت مليت من الغربة بركاني يا ناس ماذا قاصد وقوات عليا محاني يا ناس ماذا قاصد تعذبت وقوى ومحاني مرفان نرجع لبلادي بيهم ندخل العروس تبقى وريثة لولادي طامع نربح الفلوس مركنتي نرجع لبلادي بيهم ندخل العروس تبقى وريثة لولادي لكن زهري مبحوس باقي ديما وحداني انا زهري مبحوس باقي عيش وحداني عييت بالليل من الغربة بركاني عييت بالليل من الغربة بركاني يا ناس ماذا قاصد وقوات عليا محاني يا ناس ماذا قاصد عذبت وقوى ومحاني Alors
c'était une chanson donc de Saadawi, comme je disais à l'instant, qui aux côtés donc de Dahman al-Harachi, mais aussi de Zarruqi Allawa, ont réussi à bien représenter la chanson de l'exil. Je rappelle au passage aussi qu'il était auteur-compositeur, qu'il avait composé notamment pour Maryam Abed et El Ghalia, qui n'était autre que sa femme. On arrive à la fin de cette émission avec cette musique, cette belle musique, même si elle est triste. Un dernier mot, Monsieur Djeridel. Optimiste sur l'Algérie. Moi, j'y crois et on va se concentrer et on va multiplier nos investissements avec le temps. Oui. Et il faut croire en l'Algérie et préparer vraiment la sortie de l'hydrocarbure et par l'agriculture durable et par l'énergie durable. Et nous, on va concentrer nos investissements là-dessus. Oui, Monsieur Amemar. Je suis optimiste également sur l'Algérie, parce que 75% de la population a moins de 35 ans, si je ne me trompe pas, M. Nafa. Donc on a un bel avenir. N'est-ce pas? Monsieur Samy? Je pense qu'on s'est donné le mot optimiste également. Très très optimiste, même très positif pour l'avenir. On va voir ce que va nous réserver l'avenir, mais je suis très confiant. Monsieur Nafa? Alors la richesse, elle est là. Donc tout le monde est optimiste, je le suis également. Ouais. Moi je pense qu'il faut faire confiance à la diaspora. Et la diaspora, c'est la ressource qui permettra justement de diversifier notre économie, de sortir cette dépendance aux hydrocarbures. Ouais. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette belle émission. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'émission pour toutes vos suggestions, mais aussi vos questions. Vous pouvez revoir cette émission également sur la page YouTube de Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins.